All rise, vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Court officer, can you please call the case? Good morning, Madam President. Situation in the Republic of Mali in the case of the prosecutor versus Al-Hassan Ak-Abdul Aziz Ak-Hamed Ak-Mahmoud, case reference ICC 0112-0118, and for the record, we are in open session. Thank you. Can those present please introduce themselves for the record, starting with the prosecution? Bonjour Madame la Présidente. Je permets de présenter Diane Looping à ma gauche, Esham Mourad à ma droite. Derrière moi, vous avez Elena Martin Saldago, Marie-Jeanne Sardachti et Nelly Corbin. Et au dernier rang, Moussa Alafi, Yayo Yamaguchi et Florie Huck. Et moi-même, Gilles Lutert. Je vous remercie. Merci beaucoup. The defense now, please, Ms. Taylor. Good morning, Your Honour, and good morning to my colleagues in the courtroom. My name is Melinda Taylor. I'm appearing on behalf of Mr. Alassane today with, on my right, Ms. Madame Marilyn Prue, Ms. Sarah Baffadel, Mr. Guillaume Suzuki, Mr. Mohamed Youssef, Ms. Sarah Marania Duce, Ms. Dolly Challa, and Mr. Alassane is himself appearing today. Thank you very much. Ms. Taylor, I now turn to the representatives for the victims. Confrère Mayumbo, il y a mon confrère Mayumbo Kassongo et derrière à gauche nous avons Madame Claire Laplace et Madame Priske Bieke. Je vous remercie. Merci beaucoup. And the registry, Mr. Dubuisson. Je vous remercie, Madame la Présidente. Sur le banc du greffe avec moi, il y a Marie Mathieu, juriste au Bureau des affaires juridiques, Jamila Zoubir, juriste coordinatrice, et Esteban Peralta, qui est le chef de la section d'appui au Conseil, et moi-même, Marc Dubuisson, le directeur des services judiciaires pour le greffier Peter Lewis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dubuisson. So today's status conference is held to discuss the matters listed on the agenda of 13th February. That is filing number 587. I would like to hear from the prosecution, the defense, and the LRVs, and of course the registry as necessary, as appropriate on the various questions, and I will also have some questions to raise. We're going to sit for 2 sessions if needed. We expect we will need it. The first one running till 11 o'clock and the second from 11:30 till 1 p.m. In principle, I would like the status conference to be held in public. Obviously, the parties and the participants, however, should advise if there is a need at any time to go into private session. But I do express my wish that we remain in public session as much as possible. And we'll run through the agenda in chronological order. So I would like to begin with the first item,
which is the update on the prosecution request to amend the charges, and I would like to hear from the prosecution on that matter. Mr. Detente. Merci Madame la Présidente. Sur la question de la requête aux fins d'amendement, l'accusation, comme vous avez pu le voir, a déposé sa requête aux fins d'amendement et de correction de la décision de confirmation des charges le 31 janvier 2020. C'était le filing 568. 568. Cette requête était assortie de 4 annexes et ces annexes contenaient les éléments de preuve au soutien de la requête. Cela comportait notamment les déclarations des 4 témoins P524, P636, 636, 636, P0639 et P0641. Le 5 février 2020, la défense a déposé une requête pour clarifier la question des délais applicables pour répondre à la requête de l'accusation. Et la défense sollicitait notamment 2 choses. Que la chambre préliminaire 1 fasse partir le délai pour répondre à la requête au moment du dépôt de l'évasion en langue arabe de la requête de l'accusation. De la version en langue arabe de la requête de l'accusation. Et la défense sollicitait également la suspension de tout délai pour répondre à la requête de l'accusation. Subséquemment, le 7 février 2020, Madame la Présidente, la Chambre préliminaire 1 a fait droit à la requête de la défense aux fins de suspension des délais. Et la Chambre préliminaire a précisé qu'elle fixerait les délais pour les réponses de la défense et des représentants légaux à la requête présentée par le procureur dans une décision qui serait rendue ultérieurement. Le 14 février 2020, l'accusation a déposé elle-même des observations concernant la requête de la défense du 5 février 2020. Et l'accusation s'est prononcée sur le point de départ du délai pour répondre et sur la durée du délai pour répondre. Hier, le 17 février 2020, Madame la juge, les services du greffe ont normalement déposé la traduction en arabe de la requête de l'accusation aux fins d'amendement et de correction de la décision de confirmation des charges. Je répète donc, les services du greffe ont normalement déposé la traduction de la requête de l'accusation aux fins d'amendement et de correction de la décision de confirmation des charges. Les services du greffe avaient très aimablement accepté de se charger de ce travail, mais je n'ai pas encore vu la notification, mais cela devrait sans doute venir aujourd'hui. Toujours hier, le 17 février,
L'accusation a communiqué le paquet préconfirmation in crime numéro 52, contenant les traductions expurgées en arabe des déclarations écrites des 4 témoins dont j'ai mentionné les P-numbers précédemment. Donc P0524, P0636, P0639 et P0641. C'est pas traduit. Bon. Et P636. Également hier, l'accusation a déposé la version publique expurgée de sa requête aux fins d'amendement et de correction de la décision de confirmation des charges, telle que cela avait été sollicité par la Chambre préliminaire 1. En conclusion, c'est maintenant dans les mains de la Chambre préliminaire 1, Madame la juge, que les statements ont été communiqués en langue arabe. La traduction de la requête de l'accusation ne devrait pas tarder. C'est ce qu'avait promis le greffe hier. Et peut-être que M. Dubuisson peut confirmer, je n'en sais rien s'il est au courant de l'information. Et donc maintenant, la Chambre est en position de pouvoir fixer les délais pour répondre. Et nous avions souligné dans notre requête la nécessité de processer rapidement compte tenu du début du procès que vous avez fixé au 14 juillet de cette année. Voilà les quelques éléments que je souhaitais indiquer. Merci beaucoup. Et avant que je demande les représentations des défenses, Monsieur Dubuisson, could you advise us if you have any indication on the status of the translation? Non, à l'instant même, je ne peux malheureusement pas vous répondre, mais je suis occupé à essayer de récolter l'information le plus rapidement possible. Merci. Thank you. And if you have any information to provide, if you can just indicate and we'll give you the floor. Thank you. Ms. Taylor. Oh, sorry. Merci Madame la Présidente. À ce stade, et étant donné que la demande d'amendement des charges est à l'étude devant la Chambre préliminaire, nous nous limiterons à faire quelques remarques d'ordre général. D'abord, nous observons que la requête a été déposée relativement tard dans la procédure, c'est-à-dire entre 4 à 6 mois après la récolte des nouvelles déclarations de témoins dont M. Duterte nous parle. Et après, en outre, que la Chambre ait fixé la date d'ouverture du procès au 14 juillet. Au surplus, la requête a été déposée sans qu'une version arabe de la requête et des déclarations de témoins ne soient communiquées à la défense. Les documents en version arabe n'ont été reçus qu'hier. Alors je confirme que nous avons effectivement reçu la traduction de la requête du procureur hier après-midi. Mais c'était plus de 2 semaines après le dépôt de la requête. Alors, dans ce contexte, il serait malvenu de faire porter à la défense la responsabilité de tout délai qui pourrait survenir, puisqu'il est indéniable d'abord que la requête d'amendement n'est pas d'importance mineure, malgré ce que nous en a dit l'accusation dans la requête elle-même, et deuxièmement, que la défense a le droit de bénéficier non seulement du matériel pertinent en langue arabe, mais aussi du temps nécessaire pour consulter M. Alassane et pour préparer une réponse détaillée sur les nouvelles accusations portées par le bureau du procureur. Je voudrais revenir sur un élément que M. Duterte a abordé tout à l'heure et faire une clarification.
la défense n'a pas demandé de délai supplémentaire dans ses écritures du 5 février, mais a bien demandé des clarifications sur les délais applicables et a demandé le respect des droits fondamentaux de M. Alassane, tout simplement. D'autre part, la situation est entièrement dans les mains de la Chambre préliminaire et celle-ci n'a à ce jour ni fixé de délai pour le dépôt de la réponse de la défense, ni décidé de la tenue ou non d'une audience pour entendre les arguments sur le fond. La défense veut d'ailleurs souligner à cet égard que, bien que la Chambre préliminaire soit saisie de la requête d'amendement, il n'est pas souhaitable que cette Chambre et la vôtre soient parallèlement saisies de questions telles que les mesures de protection des témoins, puisque seule la Chambre de première instance est compétente à ce stade pour trancher toutes les questions relatives à la procédure en cours. À cet égard, la défense a approché le bureau du procureur pour comprendre si effectivement la Chambre préliminaire était parallèlement saisie de certaines de ces questions. Nous n'avons pas eu de réponse claire à nos demandes. Alors pour terminer brièvement, la défense a déjà dit et réitère aujourd'hui qu'elle ne souhaite sous aucune considération retarder l'ouverture du procès ou modifier les délais déjà fixés par Madame la juge unique, étant entendu que M. Alassane est en détention depuis près de 3 ans et qu'il bénéficie du droit fondamental à des procédures expéditives. Pour le reste, la défense fera valoir ses arguments sur le fond devant la Chambre préliminaire et s'en remettre à cette dernière pour qu'elle rende une décision dans les meilleurs délais. Merci, Madame la Présidente. Merci, Counsel. Thank you very much. I believe the positions on this matter are now noted on the record. I would note that this is a matter before the pretrial chamber, so this was an information item. We now have, I think, the information necessary for the trial chamber to be aware of, so I would suggest that that's sufficient for this agenda item unless anyone feels a strong need to provide any additional comments. I don't see anyone motioning accordingly, so let's move to the next item on the agenda, which is the status of ex parte filings on the pretrial record. Now, this was a matter which was placed on the agenda by the defense, indicating there are 30 such ex parte documents. And so I'd like to hear from the defense on this particular item. Ms. Taylor. Thank you very much, Your Honour. This issue can be dealt with quite shortly. We've identified, just from missing numbers, that there does appear to be a substantial number of ex parte filings. We communicated the number to the prosecution yesterday. We estimated 25. They have communicated that they believe that 3 of them are ours, although we can't access those 3, but it is entirely possible there was former counsel or the registry. But even if we're dealing with a number of 22, that's still a significant amount of litigation that remains hidden from the defense. And we believe that even if it was necessary and proportionate at the pre-confirmation phase, the rationale should be reviewed in light of the advanced stage of the proceedings. And we would like to highlight the potential for prejudice, in particular as concerns an application which we have mentioned through disclosure correspondence and before the single judge, as concerns Mr. Alassane's interviews and the extent to which those interviews may have been cited in ex parte filings to justify certain measures that were taken at the pre-confirmation phase. So we have a very specific and immediate need to go through this litigation so that we can prepare an application that's pending. So we would ask that the prosecutor be ordered to review all ex parte filings in the record in order to prepare lesser redacted versions as and where possible. Thank you very much. Thank you. Can I hear from the prosecution on this issue? Oui, Madame la juge. Hier, vers 18h40, nous avons effectivement reçu un courriel de la Défense listant plusieurs
plusieurs filings, enfin plus d'une quinzaine, sur toutes ces écritures. Il n'y a que 5 écritures qui proviennent de l'accusation pour laquelle la défense n'a pas accès. Il y en avait une 6e qui était listée, mais en fait, ils ont accès à une version qui doit être expurgée. Donc, d'une part, nous allons revoir ces filings aux fins de proposer, quand c'est possible, et de déposer une version confidentielle expurgée. Pour le reste, ce sont des écritures qui ne viennent pas de l'accusation. Mais du coup, cela m'amène aussi à évoquer un point. Il y a aussi des écritures ex parte de la défense pour lesquelles des versions confidentielles expurgées auxquelles on pourrait avoir accès s'imposent tout aussi bien. Et donc, je pense qu'il appartient à toutes les parties de revoir leurs écritures et de faire de telles versions confidentielles expurgées. Je vous remercie, Madame la juge. Thank you very much. I think we can probably shortcut this issue because I do agree with the last point of the prosecution. In fact, there are, from our own examination of the matter, there are filings which are ex parte registry only as well involved in this situation. And so I think what might be the best way forward is to ask the registry or instruct the registry to put on the record by the 26th of February a list of the real ex parte filings, meaning any filings for which no version is available to either prosecution or defense, in some instances both. And these should then all be reviewed by the relevant parties, be it the defense or the prosecution or registry, with a view to providing redacted versions to the other party or perhaps seeking reclassification. So I think that by that way we can proceed to deal with all of the material that's been raised in a manner I think that should be acceptable to all parties. And I would ask that this process be concluded by the 18th of March at the latest. But I appreciate the point of the defense that this is a matter in terms of preparation, so as soon as possible, if those two dates could be adhered to, that would be very helpful. So I think that I see Mr. Dubuisson nodding in agreement, so I trust that that is an acceptable way forward for everyone. Thank you very much. Now, if we could proceed to the issue of the impact of the Al-Mahdi reparations proceedings. And again, I believe this was a matter which was raised by the defense. So I would like to hear from the defense team on this particular point. Thank you very much, Your Honour. This is something that has come to our attention through the review of a public redacted implementation plan that was filed by the Trust Fund for Victims in the Al-Mahdi case. Now, we're not a party to the proceedings in the Al-Mahdi case. We don't have standing in that case. But having reviewed some of the public redacted filings in that case, we consider that there may be issues arising from the reparations phase that could impact upon this case. So we wanted to raise them at this juncture of the proceedings so that they could be factored into any disclosure protocols or contact protocols that might be adopted by the Chamber. And there are 3 possible issues where we see that there could be some form of impact. The first being the contact protocol, the second being disclosure issues as concerns application forms, and the third
concerns possible contamination of evidence, in this case from some of the projects that have been listed in the implementation plan. Now, the first point, and this might be not necessarily ripe to bring before the Chamber, but we have seen from some of the filings in the case that the Trust Fund, as is entirely within its mandate, is liaising with a range of community leaders and individuals in Bamako and Timbuktu in connection with the implementation of its plan. And we wanted to highlight the fact that this could have an impact on witness protection or witness issues if any of the persons who have been identified by the Trust Fund for this purpose are potential defence witnesses or indeed prosecution witnesses. So we intend from our end to liaise with VPRS, VWU and the Trust Fund to identify how we can best regulate this. Since we don't have much information on it, it might be premature, as I mentioned, to actually factor it into any contact protocol. But we did want to raise it, as it is already apparent to us that it is an issue. The second matter concerns the disclosure of applications for reparations that were submitted in the Al-Mahdi case. Now, as I mentioned, we're not a party to that case, so we don't receive that documentation. There is, however, a clear linkage between the cases in terms of the crime base as concerns the destruction of cultural property. And we can see various instances where information in those application forms could be relevant to this case. For example, if an application for reparations is rejected in the Al-Mahdi case, and that person is a witness in this case, then the fact of that rejection might be relevant depending on the reasons for rejection. For example, if they're rejected in connection with the details that they gave concerning the destruction of cultural property or due to problems with identification documents. It might be relevant as well if they're applying for reparations in this case, again, depending on whether they're applying for exactly the same reason for which they were rejected in the other case. It's also possible the prosecution witnesses might have applied for reparations and received individual reparations in the Al-Mahdi case, but not applied for them in this case. So even though they are effectively dual status, we wouldn't know of the dual status. And we would submit for, again, this goes to the modalities of participation, which haven't been resolved yet, but depending on those modalities, for actively participating victims, those who might testify in person, we would consider it relevant to receive a copy of any reparations forms submitted in the Al-Mahdi case and information as to whether they received reparations in that case. Now, we understand that the prosecution is somewhat in the same boat as us, as they are not a party to the reparations proceedings, but there might be a simple procedure that could be implemented. For example, for prosecution witnesses, perhaps the prosecution could liaise with VPRS, who could identify whether these witnesses have been granted the right to participate or granted any form of reparations in the Al-Mahdi case. And if that were to be the case, then in the same way that we've proposed that unredacted applications go to the prosecution in this case, we would submit that the prosecution should also receive the unredacted applications from the Al-Mahdi case. Now, in terms of the third point, which is an issue of possible contamination, we've identified from the publicly redacted version of the Trust Fund plan that one of the proposed projects was to create a safe space for women to come together and speak about the Al-Mahdi crimes and forms of discrimination that related to those crimes. And that this would be conducted under the auspices of a particular psychologist, and it would seem that from some of the findings, a particular NGO whose identity was redacted might be involved.
since we're not a party, we don't know the specific details of this proposed plan. Now, of course, this is a very admirable plan, but if these groups are to involve witnesses in this case, if the project is to involve NGOs who might be actively participating through some of the witnesses or the victims who have applied to participate in this case, then that may raise issues. Now, this chamber doesn't have standing over the reparations phase in the other case, but it does have the power to take such steps as are necessary to protect Mr. Al-Hassan's rights. So at this point in time, we will endeavour to find out as much information about this project, in particular as to whether it's already started or whether it can possibly be deferred for the duration of this trial. And then when we have that information, we wanted to signal to the chamber that we may need to come to the chamber to seek appropriate measures, whether it be disclosure or other forms of remedies. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Taylor. The chamber certainly appreciates you bringing the issue onto the record at this stage, so that the chamber is aware of the potential issues. Does the prosecution have any comments on this particular issue? En général, sur les questions développées par Madame Taylor, oui, Madame la juge. Je voudrais simplement commencer par dire que, comme, et je vais citer la Chambre 8 à ce point, dans son ordre 0112-0115-172, à la note de page 3, la Chambre de première instance 8 a indiqué que les parties pour les questions de réparation sont entendues comme étant la défense et les représentants légaux des victimes. Et donc, l'accusation n'est pas effectivement partie à ce processus de réparation. Plusieurs points qui sont soulevés par la défense et concernant effectivement des témoins de l'accusation qui pourraient être concernés par ces questions de réparation. Alors je me réfère à nouveau à la Chambre de première instance 8 et je cite la Chambre 8 indique que les personnes individuelles qui sont légitimes à demander réparation sont limitées, et je cite, à ceux whose livelihoods exclusively dependent on protected buildings, et aussi à ceux whose ancestors' burial sites were damaged in the attack. Donc parmi les témoins de l'accusation, comme ça à chaud, à première vue, il est peu probable qu'on ait des individus qui tombent dans ces catégories. Alors effectivement, on a des témoins qui ont témoigné en salle d'audience dans l'affaire Al-Mahdi, mais c'était des témoins experts qui ne tombent pas dans cette catégorie. Cela étant, je pense qu'on peut se rapprocher de la Chambre 8 pour leur proposer le système suivant, c'est-à-dire donner à
à VPRS la liste de nos témoins afin pour VPRS de vérifier si parmi ces témoins, d'aucuns ont eu des demandes qui ont été rejetées aux fins de réparation ou ont obtenu quelque chose dans le processus de réparation ou sont censés en obtenir quelque chose dans les temps qui viennent. Je crois que c'est une manière de clarifier les choses et de partir avec une table bien claire et bien rase. Maintenant, pour la question de la contamination, c'est évidemment quelque chose que la défense peut faire valoir en contre-interrogatoire, mais là, on est dans le curatif et pas dans le préventif. Donc, effectivement, et ça ne dépend pas de l'accusation, qui n'est pas liée aux activités du Trust Fund, mais si des mesures pouvaient être prises pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de telle contamination, ça serait évidemment l'intérêt de toutes les parties dans cette salle d'audience et de la manifestation de la vérité. Mais là, effectivement, s'il incombe à la défense de saisir la chambre 8 en ce sens, quitte à ce qu'on fasse aussi des observations à cette occasion. Je vous remercie, Madame la juge. Merci pour ça. The representatives of the victims, would you wish to make any comments on this issue? Oui, Madame le Président, merci beaucoup. Pour les inquiétudes soulevées par la défense, c'est vraiment prématuré de relever un certain nombre de points à ce stade de la procédure. Je préfère signaler qu'il y a une jurisprudence de la Chambre d'appel qui guide très bien le processus Al-Mahdi, surtout s'agissant de la confidentialité et des éléments produits et l'accès à ces éléments. J'aimerais bien ne pas m'étendre là-dessus. La jurisprudence est accessible. S'agissant des points qui sont relevés au stade des réparations, je préfère signaler que le processus de réparation est en cours et que pour le moment, il y a une procédure d'identification des demandes de réparation, des consolidations de ces demandes, et qu'aucune réparation individuelle n'a encore eu lieu. Parler du rejet de la demande de réparation pour les victimes à des réparations individuelles à ce stade de la procédure prêtera à confusion. Je serai prudent de ne pas avancer les solutions en termes de rejet, plutôt attendre que la réparation prenne fin pour le processus Al-Mahdi et qu'il y ait des victimes présentes au stade de cette procédure pour pouvoir en parler. J'aimerais bien tirer un petit trait sur le fait que la défense souligne la lecture très bien faite du plan de réparation expurgé qui note la présence de l'ONG qui est prévue pour une forme de réparation collective mais à connotation individuelle, qui n'a pas encore eu lieu. Et le fonds ne s'est pas prononcé sur cette question. Il sera prématuré, encore une fois, de pouvoir en parler en termes d'une solution, alors que le processus lui-même n'a pas encore été scellé par le fonds.
C'est vrai, le fonds procédera bien à cette forme de réparation pour ce genre de victimes, mais on n'en est pas encore là. Je voudrais en terminer par une précision de taille que les organes de la procédure dans le processus Almadi veillent bien à ce que la contagion ou la contamination évoquée ne puisse contaminer, bien sûr, si je ne me répète pas, le reste de la procédure Alassane. Je vous remercie. Oui, merci Madame le juge de me passer la parole. Je voulais compléter l'intervention de mon confrère en suggérant peut-être une piste. Je comprends parfaitement les inquiétudes exprimées par la défense qui sont très pertinentes au regard du chevauchement de deux affaires, bien que les charges dans Almadi comme dans Alassane ne sont pas exactement les mêmes, comme vient de les soulever l'accusation. Mais il y a quand même de quoi se poser des questions, surtout au moment où on est occupé à discuter du protocole sur la confidentialité et les contacts, en sachant qu'il y a des victimes dans Almadi qui participent aussi dans Alassane, même sous d'autres charges que dans la première affaire. Et au niveau de Almadi, actuellement, il y a plusieurs acteurs qui interviennent, qui sont en contact avec le victime. Il y a la VPRS, il y a certainement VW, il y a les fonds au profit des victimes. Et à ce stade, garantir la confidentialité et le mécanisme de contact avec ces victimes risque d'être un peu compliqué et difficile. Et je voulais faire une suggestion en dehors de ces prétoires si les différents acteurs concernés pouvaient se mettre ensemble et essayer de baliser les pistes pour voir à quel niveau le problème pourrait se situer. Parce qu'on ne peut pas pénaliser l'affaire Almadi en suspendant les réparations qui sont en cours ou qui vont démarrer, en entendant que l'affaire Alassane progresse à un certain niveau pour voir si il est possible de lâcher prise et de laisser l'affaire Almadi continuer. Ainsi, je suggère si, en dehors du prétoire, nous pouvons avoir des réunions de travail avec la défense, évidemment, pour essayer d'épingler là où le problème pourrait se situer, avec le VPRS, avec le fonds, avec VW et les représentants légaux. Et à l'issue de ces travaux ou de ces discussions, saisir soit la chambre 8 ou revenir devant votre chambre pour présenter exactement le problème ou les risques qu'il y aurait entre les victimes participantes dans l'affaire Almadi et Alassane pourrait occasionner ou s'il y aurait entrave par rapport aux travaux soit de l'accusation ou de la défense, voire des représentants légaux des victimes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mr. Dubisson, does the registry have any comments at this stage? This is obviously a preliminary discussion of this issue. Oui, très brièvement, Madame la Présidente. Nous avons effectivement devant nous 4 paramètres dont il faut tenir compte. Il est manifeste qu'il y a des similitudes entre les deux affaires. Il y a donc des demandeurs tant pour la participation que pour les réparations maintenant dans l'affaire Almadi, qui peuvent être les mêmes. Donc effectivement, il est relativement important, en tout cas quand on pense au 3e paramètre. Quel est ce 3e paramètre? C'est le double statut, que nous ayons effectivement de la clarité sur
de la clarté sur le deuxième point, qui est effectivement de pouvoir identifier qui et le rôle que certains jouent. Il y a un quatrième paramètre qui n'a pas été évoqué ici. Tout le monde parle à ce stade de la procédure. C'est extrêmement important, par contre, que nous soyons clairs sur les statuts au moment où le double statut sera matérialisé par la personne qui prend la parole en cette audience. Nous serons éventuellement en octobre, peut-être en novembre, peut-être voire en 2021, au moment où les réparations, là, auront largement progressé. Et donc là, effectivement, il y aura effectivement potentiellement un problème que certains ont nommé de contamination. Alors, le fond, normalement, s'il n'y avait pas eu l'affaire Al-Mahdi, il y aurait eu potentiellement peut-être le second mandat du fonds qui se serait exercé. Et quand ce second mandat s'exerce, le Trust Fund n'a pas intérêt à connaître, ne souhaite pas connaître quel est le statut des victimes pour lesquelles ils interviennent. Il se fait ici que, alors que le second mandat ne s'exerce pas dans l'affaire Al-Hassan, il y a les réparations dans l'affaire Al-Mahdi, où là, effectivement, quand on parle de collectif mais individuel, les noms des personnes sont connus. Et la personne qui viendra en salle d'audience, elle saura si, effectivement, une forme de réparation, quelle qu'elle soit, lui a été attribuée avant que cette personne vienne témoigner. Donc, effectivement, il serait nécessaire, effectivement, je pense, de pouvoir identifier quel est exactement le statut de la personne, de cette victime, qui pourrait être également un témoin, qui pourrait être dans les deux affaires. Je pense qu'il serait important de pouvoir les identifier. Pas pour une transmission au fond, qui ne souhaite pas les recevoir, bien entendu, mais pour pouvoir gérer davantage la qualité et la crédibilité d'un témoin dans cette affaire. Effectivement, le greffe est un organe neutre. Nous avons beaucoup d'informations, tant de l'unité pour la protection des victimes et des témoins, qui travaille avec la partie qui appelle le témoin, le procureur, mais également la défense plus tard, et également les représentants légaux des victimes, qui peuvent aussi appeler des témoins. Donc, il y a une information qui est contenue là. L'unité pour la participation des victimes et pour les réparations a également ce genre d'informations. Seulement, nous protégeons et nous faisons en sorte qu'il n'y a pas d'échange d'informations quand nous n'avons pas une clé juridique pour le faire. Il y a un argument supplémentaire qui s'applique ici, qui est le fait que les décisions qui sont prises dans l'affaire Al-Mahdi, ce sont des décisions qui sont prises également par le judiciaire, par une chambre, par des juges, et donc il est indispensable pour nous également de retourner vers la chambre en charge des réparations Al-Mahdi pour également avoir l'autorisation de pouvoir éventuellement avoir accès à certaines informations. Effectivement, donc nous pouvons collecter ce genre d'informations, nous pouvons éventuellement les transmettre à la chambre, à vous-même, mais effectivement, il faut voir quand est-ce que ces réparations éventuellement pourraient prendre place. Et je pense qu'elles pourront prendre place au moment où ce sera le moment des témoignages. Donc, je comprends parfaitement qu'il est indispensable, dans le cadre d'un procès fair et équitable donc, et rapide, que nous ayons de la clarté sur cette information spécifique. Je vous remercie. Merci pour ça, Monsieur Dubuisson. Well, again, I thank the defense for raising the issue. I believe we've had a full discussion from the different perspectives. Obviously, this is an example of the complicated structure of the Rome Statute and the fact that we have various players in place, including the Trust Fund for Victims, which is an independent body, and in the context of two cases. So it is a complex situation. I believe that as all of the interventions have identified, I think at this stage what is very important is that there is liaison
with amongst the parties and also with VPRS and with the Trust Fund for Victims to try and at least bring some clarity to where the particular intersection points might be, as suggested as well, to try and identify very clearly where we might have very specific issues with witnesses or dual status individuals. So I would encourage all of the parties, participants, and the other bodies to carry out those kinds of consultations to try and advance this issue, and then we can come back to the issue in front of the chamber once we have more clarity. And the idea of suggested by the prosecution, I think, is a good one, of trying to identify at this stage using the information that is available where there may be specific issues already. So I would simply encourage that discussion to take place. I think this is an important issue to keep mindful of. I would also note it's not the first time that we've had an intersection of cases. We had an instance with Lubanga and Ganda. So we do have some precedent to look at how things were managed, as well as the appeals chamber's decision can be looked at and examined too for guidance. So with all of those parameters in place, I trust that all of the parties and participants can work on advancing this issue. And again, thank you for bringing it to the chamber's attention. Certainly I will discuss it with my colleagues as well, so that we are well aware of these issues. We can move then, I believe, to the next issue, which is once again a defense issue, and that is the logistical issues related to defense investigations. I believe this may be related to defense filing on the 31st of January and a decision I issued on the 3rd of February, both of which were filed in public redacted form from last Friday. So, Ms. Taylor. Thank you very much, Your Honour. I would wish to preface my submissions by the point that although I'll primarily be focusing on the role of the defence in conducting investigations, the concerns that I'm raising are equally applicable to the legal representatives for victims, and for this reason they may wish to make submissions as well on these points. It is not disputed for the purposes of this case that Mr. Alassane is indigent. He has a right to legal assistance. And under Article 83, this encompasses all costs that are necessary and reasonable for the conduct of an effective defence. And that encompasses effective investigations. Now, we are obviously not staff, but the particular administrative label that's put on our heads shouldn't impact on our ability to conduct safe and secure investigations. And this is a principle that's been recognised by the Assembly of State Parties, by the Bureau on Cooperation, in its report, which is in our Table of Authorities. And paragraph 1 or 2 of that report says, there is no fair trial without providing the defence with adequate facilities to prepare its case. In particular, as concerns the investigation and collection of evidence. And at paragraph 104, the Bureau went on to state, in this respect, Defence Counsel and their teams receive the same security, logistical, and administrative assistance as court staff. Such assistance is primarily provided by the court's field officers, but also by the United Nations officers and states. The same, not almost the same or roughly the same, but this report commits the court to providing the defence with the same security. This principle that we have the right to the same security, logistical and administrative assistance as court staff is of crucial importance to the right to a fair trial and the specific right to call witnesses under the same conditions as the prosecution. Our lives and those of the persons we interact with are not worth less just because we're on the other side of the courtroom. And if the court has a duty of care when it approves prosecution missions, then it has the same duty as concerns defence missions, which are approved and funded
under the court's legal aid scheme. And this was something that the registry explicitly confirmed at a legal aid consultation meeting in 2018. Again, this is in our table of authorities. And in response to concerns raised by the head of the Office of Public Counsel for the Victims concerning the difficulties in obtaining insurance, particularly when travelling to high-risk areas, the Director of Judicial Services stated, "Now, when it comes to medical evacuation, emergencies and what have you, the court's Medivac system would address those issues." The courts, not the defence. It is also notable that in the 2014 guidelines on intermediaries, the court specified in Principle 5 that the court has a duty to prevent or manage security risks to intermediaries when those risks result from the intermediary's interaction with the court and the fulfillment of the intermediary's functions on behalf of the court. Now, if that duty extends to intermediaries in the largest sense of the word, then surely it extends, at the very least, to the defence, who are appointed and travel with the authorisation of the court. But these principles, these commitments, in our view, have not been applied in this particular case. We have not been afforded the same logistical, administrative, and security assistance that the court committed to. These promises that we could benefit from the court's Medivac system have been resiled from at the last minute. Now, we have stated quite clearly for the record that in order to fulfill our duty to Mr. Alassane and to investigate this case effectively, we need to travel to certain areas, whether it be to meet witnesses or to do a site visit. And that includes Timbuktu. For this reason, we asked the registry on the 22nd of August last year to conduct a security and feasibility assessment. We submitted a detailed security and mission plan at the beginning of December. And on 3rd of December, we asked for clarification as to what would happen if we needed to be evacuated or if a security issue arose. And that day, for the very first time, the registry posted on the intranet its stance that we had to try and obtain personal insurance for this. Insurance, not just for our lives in The Hague, but insurance from evacuation from a high security area. This isn't a position that had appeared in previous legal texts, and it flies in the face of the commitments that I just mentioned, that we would benefit from the same services as a prosecution, including from UN field officers. This circular had no information or details as concerns the type of insurance providers who would provide us with this very specific form of insurance. Although we had heard from the ICCBA that this was an issue that they were liaising with the registry on. We therefore carried on with our planning. This included a meeting at the end of December where we were told that in order to board a UN plane, we would have to sign a waiver of liability. And what this waiver would mean that if the plane crashed through an accident or negligence, we would have no recourse against the United Nations. Now, if you're an ICC staff member, a contractor, or a consultant, a prosecution intermediary, or an interpreter, that's fine, because the court indemnifies you for any service-related death, injury, or damage that occurs on official mission. But so far, the registry has refused to close the gap and confirmed that we would have an equivalent form of protection if we sign that waiver and it turns out that our personal insurance doesn't cover us. And after this shocking reveal, we were also told that if the United Nations decides to charge the court for any of the services that it provides to an ICC mission, the registry might turn around and bill us
in our personal capacity for these services, not from the legal aid budget, but from our own pockets, as if we were traveling to Mali on a holiday. Now, this is a completely arbitrary and unacceptable form of discrimination. There was no written policy to this effect that we can be personally liable for these costs. This notion was pulled out of thin air. And I can't see any legal basis for discriminating between the prosecution and the defense, given that the agreement between the ICC and MINISMA on this point is exactly the same as the agreement that's used with the prosecution. It's exactly the same as the agreement that's been used between the ICC and other UN field officers. And I've consulted with other defense teams that traveled to Congo and the CAR, and no other defense team has ever been told that they would be personally liable for such costs. We are the first and only team that have been told that we are personally liable for costs that the UN might pass on to the ICC pursuant to an agreement between the UN and the ICC. Now, we can't be placed in a situation where we have no clarity as concerns what would happen if we go on mission. We can't cross our fingers and hope that nothing happens to us and that we won't receive a big fat bill in our email. And we would submit that this absurd situation is not consistent with the registry's duty under Rule 20 of the rules to provide all necessary and reasonable assistance so we can perform our investigations in an effective and independent manner. If the registry approves a mission under the legal aid scheme, then it's the legal aid scheme, not our personal pockets, that should fund the costs and expenses arising from the approved mission. And if the court asks us to sign a waiver of liability as a necessary component of that mission, then the court has a corollary obligation to ensure that we have some form of protection as concerns consequences that could stem from signing this waiver of liability. And I would like to underscore that what we're asking for, it's not exceptional, it's not unique. It's a right that the ICC has extended to non-staff, including contractors and consultants. It's a right that exists under basic principles of law that apply to international governmental organizations. And in terms of the basic principle underlining this right, I would like to refer to a 2017 interim report of a UN high-level working group on duty of care. And again, that's in our table of authorities. And it says that this basic duty of care for non-staff falls or derives from general principles of the law of responsibility, whether it be tort law under the common law system, the law of responsibility under the civil law system. It also derives from the jurisprudence of the UN Administrative Tribunal, and it falls and is considered to be a general principle of law that would apply to all UN personnel in a direct contractual relationship with the UN. If it's a general principle of law, then it's equally applicable to the ICC as an international organization. A 2019 report from the same committee then identified 5 pillars concerning the duty of care to non-staff when they travel on official mission. And again, I'd like to emphasize this isn't applying to The Hague, it only applies when we're traveling on official mission. And these pillars can be summarized into 3 essential duties. Pre-deployment, that non-staff have access to appropriate medical services and insurance coverage. During deployment, that we're included in any evacuation and security scheme. And post-deployment, that there's a follow-up mechanism and compensation in case of lasting damage or injury. This duty to ensure that we're covered by an appropriate form of protection, it isn't discharged by sending us links to insurance companies
without any form of effective verification as to whether they would provide us with effective protection in our unique circumstances. And it isn't that we haven't tried. We contacted the providers only to be given the runaround and to receive the eventual answers that we've appended in today's filing, saying, sorry, we can't help you. It's also a matter of basic common sense that an insurer isn't going to reimburse us for unknown and unspecified costs that the registry may or may not pass on to us in unknown circumstances based on unknown criteria. Even the high-risk travel company wouldn't cover travel to a country which is experiencing political unrest before the date of travel. It would also only reimburse costs if we relied upon their pre-approved providers. That is not the United Nations. So it wouldn't cover any expenses incurred by the UN. If you look through the exclusions that we've attached to today's filings, it wouldn't cover a range of circumstances, including if Mali were to accuse us of violating national law for associating with alleged terrorists. So we're very much left in the limbo there. And importantly, it wouldn't cover our resource person if he were to travel within Mali or use a UN plane. We submit that risk management means avoiding preempting risks, not hoping it'll be all right. Our missions to high-risk areas are stressful enough without having to engage in litigation concerning basic rights mid-deployment. The right to a fair and speedy trial also means we need to have an immediate solution for this issue. We appreciate the registry's efforts in this regard, but we can't wait for working groups to hash out a solution. Given that the court publicly committed to providing us the same security, logistical, and administrative facilities as the prosecution, we should have the right to benefit from that assistance now and to have that applied to this case. So we're willing to do all we can to try to continue to identify an insurer. But we need to know that we have a legal safety net if and when there's holes or cracks in these policies. And we are left out there with no effective protection but this court. We would like to know in advance that the court will be there to provide us that protection so that we can go ahead and conduct these missions in a fair, effective, and secure manner. Thank you. Thank you, Ms. Taylor. I'm going to, at this point, give the floor to the registry, given the nature of your comments, for any comments you might wish to make, Mr. Dubuisson. I do so noting that there is already the decision which was taken by the single judge on the matter. You can bear that in mind, but in light of the representations, I assume you would like to make some comments at this stage. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Et si vous me le permettez, j'en aurai pour une dizaine de minutes d'intervention. Alors tout d'abord, je tiens à dire et à préciser que nous, le greffe, nous ne laisserons jamais et nous n'avons jamais laissé une personne, où que ce soit, sans assistance. Même, on a même pris des risques pour éventuellement pouvoir assister des personnes. Donc, je souhaite rappeler que le greffier, dans le cas qui nous occupe, a à cœur de fournir aide et assistance à tous les conseils de la défense, telle que c'est sa responsabilité en vertu de la règle 20 du règlement de procédure et de preuve. Donc ici, je pense qu'il est indispensable que nous soyons très précis sur le champ d'application de certaines règles qui sont manifestement mixées, je dirais, et ce qui rend effectivement l'intervention confuse et donne une perception que nous n'agissons pas correctement. Donc dans ce cadre, dans le cadre d'une mission qui nous occupait, tout était en place pour la récente mission du Conseil. Le blocage est venu, comme il a été souligné, du refus de la défense de signer un waiver qui s'applique à tous ceux qui bénéficient des services
des Nations Unies sans distinction, que ce soit des membres, employés de la Cour ou pas. Le greffe était depuis plus de 2 mois en communication avec les services des Nations Unies, que je tiens à remercier par ailleurs de toute l'assistance que nous recevons de la part des Nations Unies, spécifiquement, et non seulement sur le terrain, mais aussi à New York, parce qu'il y a un grand travail diplomatique qui doit être fait pour arranger les déplacements de la défense. Ces efforts sont considérables et ont été vains au final. Cependant, le greffe n'est pas maître des conditions et exigences des Nations Unies, notamment de la signature d'un waiver dans certaines occasions. Le greffe a donc rempli ses obligations pour l'organisation de la mission, qui fut ensuite annulée par le Conseil, ne souhaitant pas se conformer aux exigences des Nations Unies. Il est bon de rappeler que dans le respect de la règle 20 du règlement de procédure et de preuve, le greffe organise et facilite ses missions de la même façon pour d'autres équipes de défense ou de représentants légaux, pour la même destination ou le même type de destination et depuis des années. Je tiens particulièrement à souligner que pendant la période dont on fait état, le représentant légal des victimes était sur place et a donc suivi toutes les conditions qui étaient les conditions que Maître Taylor n'a pas voulu suivre. Donc je tiens à le souligner parce que c'est effectivement juste un fait. Le fonds au profit des victimes y est également. Nos experts et les experts pour le fonds y sont allés également dans les mêmes conditions. Le problème désormais soulevé par la défense est la question très précise de la prise en charge de l'assurance pour des raisons non médicales en cas d'évacuation du fait d'actes de guerre. La défense semble utiliser cet aspect de l'organisation d'une mission pour soutenir que la Cour a de façon générale le même duty of care envers des conseils qu'envers ses employés, notamment au bureau du procureur. Cependant, ces questions n'ont pas le lien entre elles. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un débat sur le duty of care de la Cour, mais bien plus sur le champ d'application de la règle 20 du règlement de procédure et de preuve et jusqu'à quel point le greffe peut faciliter le travail de la défense. Tout d'abord, il convient de rappeler que quelle que soit la nature de l'évacuation pour des raisons médicales ou de sécurité, toutes les équipes de défense, excepté les personnes ressources locales, sont évacuées par les Nations Unies du moment où elles se sont conformées aux conditions des Nations Unies et que la Cour a conclu pour le bénéfice des conseils des arrangements avec les Nations Unies. C'est dans ce cadre-là que la Cour prête assistance aux équipes de la défense. Maintenant, il est une réalité financière selon laquelle les Nations Unies fournissent un service à la Cour, évacuation des personnes, protection des personnes, et ce service, une fois rendu, ces services peuvent être facturés à la Cour. Ils ne le sont pas automatiquement. Donc la Cour alors paye la facture pour le service rendu, qui est l'évacuation, et peut ensuite se retourner, bien sûr, vers les conseils, qui ont contracté une assurance avant tout départ en mission. La requête de la défense semble encore différente. Elle concerne la prise en charge des soins en cas de maladie ou de blessure, des frais de rapatriement d'un corps ou des funérailles en cas de décès. C'est encore un autre problème, différent des frais d'évacuation. Il faut donc savoir exactement de quoi on parle. Le Conseil semble vouloir bénéficier du système des employés de la Cour, notamment ceux du bureau du procureur, au nom de l'égalité des armes. C'est une position qui ne peut être étudiée sans avoir le système actuel en tête et dans sa globalité. Pour les employés
qui ont une situation contractuelle avec la Cour, entre autres les employés du bureau du procureur, les consultants, les contractants individuels. Ils sont couverts par l'appendice D, c'est un peu technique, et reçoivent une compensation en cas de décès, blessure ou maladie liée à l'exercice de leurs fonctions. En anglais, on parle de compensation for service incurred death, injury, illness. Jusqu'à présent, et pour toutes ces années passées où le Conseil est inscrit sur la liste des conseils de la Cour, il est de notoriété publique que le système est différent pour les conseils, car ils sont indépendants du fait de leur statut de profession libérale, de personnes extérieures à la Cour et de leurs obligations en tant que telles d'avoir leur propre assurance. Les conseils sont bien au fait de leurs obligations, leurs honoraires et les charges professionnelles, par ailleurs, sont calculés de façon à pouvoir permettre au conseil de payer ces assurances. On ne parle pas non plus de sommes énormes. Comme expliqué à la défense, les coûts d'une telle assurance restent à la charge des conseils. Et même si la politique sur l'aide judiciaire reste silencieuse sur la compensation que devraient recevoir les conseils en cas de décès, blessure, maladie, les discussions à mener sur une éventuelle réforme de cette politique, et notamment si elle doit faire partie des charges professionnelles, dépassent largement le cadre de l'audience d'aujourd'hui. En effet, il s'agit désormais de changer la politique de l'aide judiciaire, comme semble le proposer la défense, ou de faire changer le statut d'indépendance des conseils pour qu'ils bénéficient de l'appendice D, et donc qu'ils signent un contrat avec la Cour. Ces discussions ne sont pas à prendre à la légère et dans l'urgence. L'accord de l'Assemblée des États parties serait évidemment requis, car ces propositions ont toutes un coût. C'est la raison pour laquelle le greffe envisage toutes les options possibles et notamment, de façon plus réaliste, étudie la solution qui consiste à coopérer avec le barreau, le ICCBA, pour voir notamment si une assurance groupée, une assurance de groupe, notamment avec certains partenaires, ne serait pas possible. La relation contractuelle, et j'en terminerai, est avec leurs clients via le mandat de représentation et non avec la Cour. La Cour n'est pas le client des conseils du fait de l'aide judiciaire. L'aide judiciaire est uniquement un moyen pour rémunérer les conseils du fait de l'indigence des personnes détenues. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un conseil est payé par l'aide judiciaire que la Cour aurait automatiquement un duty of care. Accepter ce postulat reviendrait à faire une différence entre les conseils de clients indigents et ceux qui ont des clients non indigents. Or, la Cour et le greffe doivent avoir les mêmes obligations envers tous les conseils. Ces obligations sont précisées à la règle 20 du règlement de procédure et de preuve et ne doivent pas être confondues avec la question en cours de résolution avec la collaboration du barreau, du ICCBA, sur ce qui doit prendre en charge les coûts d'une assurance couvrant les frais d'évacuation de la défense en cas d'acte de guerre. Je vous remercie. Thank you. Merci, Monsieur Dubuisson. I believe the positions have been reflected now on the record on this issue. The position of the Chamber as is reflected in the decision of the single judge, which I issued on the 3rd of February. The question that is being discussed, on which there have been representations, is a matter of the application of the policy of the registrar in relation to legal aid. The Chamber does not have general oversight over the mandate of the registry. What the Chamber has is a review power for specific decisions,
And we have reiterated that position that if there is a specific decision which merits review by the Chamber within the statutory framework, we're prepared obviously to entertain that. I appreciate the concerns that you have raised, Ms. Taylor, but the matter needs to be resolved as between yourself and the registry through continued consultations. I would urge you to continue to discuss possible solutions for this matter. As Mr. Dubuisson has indicated, there are ongoing broader discussions as well, but none of these matters are matters in which the Chamber is going to intervene. So I leave the matter at that point. I don't believe there's a need for any other interventions on the issue unless someone felt very strongly about it. As indicated, the points are made on the record, but the Chamber's position remains that it is not a matter for the Chamber at this stage. Ms. Taylor. Thank you very much, Your Honour. I think it needs to be stated very clearly for the record that we will not conduct investigations unless we have this security. And yes, I refused to sign that waiver. And I can't see any legal principle obligation for me to make my team conduct investigations, to accept situations where they do not have protection. The fact that other entities have done so is neither here nor there, particularly when the entities that you refer to are for the most part covered by the court. So it might be that this is an issue for the registry to address, but the issue of Mr. Alassan's right to speedy investigations is before this chamber. And we cannot conduct investigations without protection. That's absolute. As counsel, I will not put my team members in that situation. And I cannot see any legal obligation for me to do so when this is an issue that can be solved very easily. The court extends its insurance program to witnesses when they travel. There are easy solutions. We should not have to wait for a working group to come up with a solution when this impacts directly on this case. And Ms. Madam Prue and I are both in the ICCPA. We can assure you that we can't see a solution from the ICCPA coming out overnight. So these discussions that are happening, we're not aware of them. And certainly, they will not be crystallizing in time to assist this case. So what we're asking for at the very least is an interim solution. We have a position from the registrar. This issue is ripe for judicial determination. And we need an interim solution which will allow us to conduct investigations now. Not in August, not when the registry submits its new legal aid policy, which has been on the boiler for 3 years now. This is something that we need to address now. And it is a basic principle that, as I said, we will do all we can to find insurance. But if there's cracks in those insurance, if we are evacuated to a country and told we need to have surgery and our insurance won't cover it, then we do need assistance. And we need to know before getting on that plane that assistance will be forthcoming, not afterwards. Thank you very much. Thank you, Ms. Taylor. Let me note that to date, this issue has been raised before the Chamber, framed on the basis of the application of the legal aid policy, essentially, and has been adjudicated on that basis. If you wish to bring an application that is framed on the basis of the Chamber's obligations under Article 67, if it is a fair trial issue you wish to raise, then you are free to bring a motion to that effect. That would be inter partes and it would be litigated with input from all parties, including and participants, and the Chamber can litigate it and consider it and adjudicate upon it on that basis. But we will not adjudicate upon it on the basis in which it's been framed to date. If it is reaching a point of a fair trial issue, then of course that is your right to bring that before the Chamber, but you need to do so in a manner that allows for input from the parties, the prosecution, the legal representatives of victims, obviously the registry, and the matter can be brought before the Chamber in that manner.
but we need to move it forward in that context, and if it is affecting investigations, it needs to be dealt with urgently, but in that format. So with that, I will conclude that particular agenda item. I would think that at this juncture, it might be a good time. We're 5 minutes short of the planned 11 o'clock, but I think given the topics which we've been discussing and the temperature in the room, perhaps we can at this point take an adjournment for a half an hour and come back at 11:25 and proceed with the remainder of the agenda items. So we are adjourned till 11:25. Thank you. All rise, we will leave it.